Génétiquement, l'être humain n'est pas du tout programmé pour être sédentaire, il est programmé pour être en mouvement en permanence. L'activité physique régulière en cardio, elle a des effets extraordinairement positifs sur la santé. La chaise tue, je trouve que le titre est extrêmement percutant. Moi je dirais la télé tue. La meilleure image, ce serait plutôt une centrale nucléaire en fait. Le lieu dans lequel est fabriquée en permanence l'énergie. Plus une cellule est active, comme c'est le cas par exemple d'un neurone, plus elle va avoir besoin de quantités importantes de mitochondries. Bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver dans cet instant joyeux pour vous parler de vos chaudières. Vos chaudières. Mais de quoi parle-t-on? Vous imaginez que vous avez des chaudières dans votre organisme, dans toutes vos cellules? Elles s'appellent les mitochondries. Alors, au siècle dernier, moi je commençais la médecine dans les années 1962. Et on parlait effectivement de mitochondries comme chaudière de la cellule. Mais pour moi, il y en avait une par cellule. Vous voyez, ça c'est la préhistoire. Et puis Jean va nous en parler parce qu'il connaît le sujet à fond. Les mitochondries, c'est cet instant joyeux que nous allons prendre pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer, c'est-à-dire comprendre ce que sont ces mitochondries dans nos cellules. Alors Jean, à toi. L'image de la chaudière ne me plaît pas tellement parce qu'elle n'est pas très adaptée. La meilleure image, ce serait plutôt une centrale nucléaire en fait. Parce que la mitochondrie, c'est le lieu dans lequel est fabriquée en permanence l'énergie qui va être utilisée par nos cellules pour satisfaire à tous les phénomènes biochimiques qui vont avoir lieu dans les différents compartiments de nos cellules. L'énergie chimique dont on parle en biologie cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Cette adénosine triphosphate, on bute un peu sur le mot. ATP, voilà. Là, on ne bute pas dessus. Cette ATP est fabriquée en grande majorité dans la mitochondrie. C'est la mitochondrie qui a la capacité, en oxydant, en brûlant, si vous voulez, certaines substances, certains substrats, donc de fabriquer cette ATP. Le rôle de la mitochondrie, donc, c'est un rôle de centrale énergétique, mais qui ne fabrique pas de la chaleur. On génère de la chaleur en utilisant l'énergie produite par la mitochondrie, mais à proprement parler, elle ne fait pas que produire de la chaleur, elle produit cette molécule qui représente une source d'énergie chimique. Voilà. Et une par cellule? Alors non. Mon neurone en a une et ma cellule musculaire en a une? En général, il y en a plusieurs et il y a des cellules qui vont avoir des besoins énergétiques tels qu'elles vont contenir des quantités de mitochondries très importantes. Par exemple, les cellules musculaires, qu'il s'agisse du muscle cardiaque... Le marathon, là. Alors, oui, pas que, mais oui, bien sûr. La cellule musculaire cardiaque, le cardiomyocyte, en contient beaucoup. Le rhabdomyocyte, donc les différents types de cellules musculaires striées, celles qui nous permettent de bouger nos segments osseux les uns par rapport aux autres. Et puis les léomyocytes, c'est-à-dire les cellules musculaires lisses, donc la musculeuse autonome de l'intestin, de l'utérus, qui contiennent toutes des mitochondries en quantité plus importante que d'autres cellules. Mais d'une manière générale, plus une cellule est active, comme c'est le cas par exemple d'un neurone, plus elle va avoir besoin de quantités importantes de mitochondries. Donc plus tu bosses, plus tu en as besoin, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Sinon, si tu n'en as pas assez, c'est le brouillard, quoi. C'est une vraie question d'ailleurs. Si une cellule a une activité qui va diminuant, elle va avoir tendance à moins entretenir son pool mitochondrial. Elle l'entretient. Elle l'entretient en permanence. Donc elle auto-fabrique en quelque sorte. Alors c'est pas qu'elle les fabrique, c'est que les mitochondries possèdent leur propre génome, leur propre ADN. C'est un ADN circulaire, petit peu comme les bactéries. Et cet ADN leur permet de se reproduire dans la cellule sans que la cellule elle-même ne se divise. Et pour nous qui sommes XY, la mitochondrie, elle ne vient pas de X d'ailleurs? Il y a des petites nouveautés de ce côté-là, mais normalement, quand le spermatozoïde féconde un ovule, il perd ses mitochondries. On en était resté là jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Son énergie qui lui permet d'avancer, quoi. Oui, il en a beaucoup, tout à fait. Elles sont situées à la base, justement, entre la tête et le flagelle. Donc, il y a une espèce de manchon riche en mitochondries qui a une forme un peu en ressort. D'accord. Donc, ces mitochondries du spermatozoïde ne pénètrent normalement pas
l'ovule, et donc il reste que les mitochondries maternelles. Ah donc c'est elles qui en ont le plus, alors c'est pour ça qu'elles sont futées les femmes, hein? Oui, je te le concède bien volontiers, parce qu'on a bien des raisons de le penser, et surtout, il faut bien souligner que ça a permis de faire des recherches justement à travers l'ADN mitochondrial. On peut donc remonter sur des lignées maternelles. Alors c'est un petit peu tempéré, même si c'est, je crois, encore valable, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, il pouvait y avoir certaines mitochondries du spermatozoïde qui rentraient dans l'ovule et qui allaient se reproduire. Il y a quelques-unes qui passent, quoi. Voilà, il pourrait y en avoir un petit peu qui passent. De toute façon, on en a hyper besoin, quoi. Énormément besoin, et plus on sollicite, on entraîne nos cellules, plus elles vont stimuler les gènes qui stimulent donc la fabrication de nouvelles mitochondries. C'est exactement ce qui se passe quand tu vas faire tes tours de vélo, tu vis en altitude, donc tu as besoin d'amener plus d'oxygène, donc tu vas fabriquer des globules, mais dans les cellules, le fait de faire donc ce qu'on appelle du cardio, c'est-à-dire faire fonctionner le cœur, les muscles, les poumons, tout ça, tu vas stimuler les gènes qui donc favorisent la division des mitochondries. Donc tu vas fabriquer davantage de mitochondries, et ensuite quand tu vas avoir un petit radar un peu plus raide, une côte un peu plus continue qui demande de pousser plus fort, tu habites pas vraiment en terrain plat, tu vas avoir le besoin d'énergie des cellules qui va augmenter, donc tu vas leur apporter davantage d'énergie, mais il faudra qu'elles aient des mitochondries suffisamment performantes pour fabriquer cette énergie. Et ce dont on s'est rendu compte donc dans la recherche en biologie, c'est que quand on a des mitochondries qui sont un peu vieilles et qui auraient tendance à s'époumoner un peu rapidement, on va en fabriquer de nouvelles qui seront plus en forme, plus gaillardes, et puis on va finir par se débarrasser, une fois qu'on les aura remplacées seulement, des vieilles mitochondries. Donc l'activité physique régulière en cardio, elle a des effets extraordinairement positifs sur la santé, dans la mesure où toutes les cellules en bénéficient, y compris les cellules... Tu parles en cardio cœur là, cellules du cœur? Non, toutes. Il y a des effets positifs de l'activité physique sur tous les tissus, y compris sur le tissu nerveux. Pour lutter contre le déclin cognitif, par exemple, le fait de faire des sports d'endurance est excellent, que ce soit le vélo, la course à pied, la randonnée, etc. Donc, plus on challenge nos mitochondries, plus on les renouvelle avec efficacité, et donc plus ces mitochondries permettront à nos cellules, d'une manière générale, c'est schématique, de fonctionner mieux. Donc, il faut savoir que génétiquement, l'être humain n'est pas du tout programmé pour être sédentaire, il est programmé pour être en mouvement en permanence, pour aller chercher des sources alimentaires. Aujourd'hui, vous ouvrez le frigo et c'est fait. Donc, on va à la salle de sport, on va courir, on va marcher, c'est très bien. Il faut le faire, on en a tous besoin. Alors comment on courait pour aller chercher la viande? Je crois qu'on faisait peut-être entre 15 et 30 km par jour. Donc, ça veut dire qu'on a génétiquement des capacités de très bons animaux endurants, comparables peut-être aux canidés comme le loup. Mais aujourd'hui, on est beaucoup dans notre fauteuil. Donc, il faut en sortir, il faut se lever de nos chaises. Voilà. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que je vais faire mon tour de vélo, une bonne heure, et puis tu sais, ça monte par là où je suis. Eh bien, je pars avec une idée assez précise dans la tête dont je n'ai pas la solution. Et quand j'arrive, j'ai la solution. Et sur le vélo, quand je rentre, je dis à ma femme, tu sais, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, c'est sur le vélo que je trouve les choses. Et d'où ça vient, ça? Pourquoi c'est sur le vélo et pas au pieu, quand tu es en train de dormir, que les idées te viennent? Il vaut mieux faire du vélo, Oui, je dirais que c'est important d'avoir un bon sommeil reposant et de faire de l'activité physique, peu importe que ce soit le vélo ou autre chose. Donc tu n'es pas étonné que l'activité physique stimule les mitochondries du cerveau? Ça, de toute façon, c'est avéré. On va stimuler les mitochondries un petit peu de tous les tissus, à commencer par les tissus musculaires, mais le tissu nerveux change de type d'activité. On change aussi l'équilibre des neurotransmetteurs pendant l'effort. Donc, il y a des effets qui vont peut-être donner davantage de place à la dopamine et moins de place à l'adrénaline qu'on aura utilisé pendant l'effort. Donc, il y a des rééquilibrages neurologiques, neuro-endocriniens qui se font suite à la pratique d'un effort, qui sont, je dirais, pas véritablement dépendant de la mitochondrie, même si en toile de fond, dès qu'il y a l'activité, peu importe, elle va toujours être hyperactive. Une personne qui est sous stress, ses mitochondries de son cerveau vont être sollicitées, elles vont devoir produire de l'énergie.
D'accord. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors, maintenant, essaye de me décrire une mitochondrie, comment c'est foutu dans la cellule, une mitochondrie. Ça se situe à quel endroit? C'est dans le noyau de la cellule? C'est hors du noyau de la cellule? C'est dans le cytoplasme, on appelle ça comme ça? Comment c'est organisé? Dans une cellule, il y a plusieurs petits types d'organes intracellulaires. Organites ou organelles, selon les écrits. Je crois que les anglo-saxons disent organelles. Donc ces petits organes intracellulaires, donc ils ont des morphologies qui sont souvent assez reconnaissables. Et la mitochondrie est tout à fait reconnaissable parce qu'elle a la particularité d'être équipée de deux membranes. Elle a une membrane externe qui est un peu oblongue, si on veut, un peu en bâtonnet, qui peut rappeler certaines bactéries. Probablement des origines communes a priori, et ensuite elle a une autre membrane à l'intérieur qui a des petits replis, voilà, qu'on appelle des petites crêtes, des cristaux. Donc il y a un espace entre les deux, quoi. Voilà, il y a un espace. Il y a le centre de la mitochondrie. Donc il y a le centre de la mitochondrie qu'on appelle la matrice, dans lequel il se passe beaucoup de choses, et ensuite il y a l'espace entre les deux membranes, qu'on appelle tout simplement l'espace intermembranaire, dans lequel il se passe d'autres choses. Là aussi ça bosse. Et l'ATP il est où? Alors c'est-à-dire l'énergie là. L'ATP il est fabriqué grâce à des séries de cascades enzymatiques qui se répètent en permanence et qui permettent à la mitochondrie de fabriquer l'ATP. Techniquement, l'ATP, il est généré au centre, vers le centre en fait. C'est plutôt une histoire de flux. C'est-à-dire que c'est dans la mitochondrie que se déroulent des cascades enzymatiques, donc des enchaînements de réactions enzymatiques qui se répètent, donc sont des cycles, voilà, comme notamment le cycle de Krebs qui est voilà, un peu le parce que c'est M. Krebs qui l'a découvert il n'y a pas très longtemps, hein, c'est pas 4 siècles. Hein. C'est relativement récent, tout à fait. Donc c'est de la biologie cellulaire et moléculaire très pointue, qui est très très bien connue, et qui permet, je vais essayer de simplifier, mais c'est assez intéressant de regarder comment ça fonctionne, qui permet de faire tourner d'autres enzymes qui sont situées dans la membrane interne. Donc le cycle de Krebs tourne, il se répète à l'infini, il est alimenté par le glucose d'un côté et les lipides de l'autre. Donc si on a sucres et des gras, et des graisses. Le glucose, parce que c'est un sucre, c'est le seul qui peut rentrer là-dedans de façon directe. Lui, et de l'autre côté, autorité. Les acides gras. Voilà. Après, il ne va pas rentrer forcément tel quel parce qu'il va devoir être transformé à l'extérieur de la cellule pour ensuite rentrer dans la mitochondrie. Alors que les acides gras, on va donc les découper voilà, petit à petit pour les faire rentrer dans la mitochondrie. Alors, le glucose va permettre de fabriquer de l'énergie plus rapidement que les lipides, mais les deux fonctionnent très très bien. Et pour une molécule de glucose, on va produire à peu près 34 molécules d'ATP, alors que pour une molécule d'un acide gras courant, on peut produire jusqu'à 129 molécules d'ATP. Ah, plus? Beaucoup plus. Ah, d'accord. Beaucoup plus. Mais c'est plus lent. Donc le gras, c'est pas mal. Le gras, d'un point de vue comme substrat énergétique, c'est très intéressant. Et ça permet de bien souligner une chose, c'est que pour fabriquer de l'énergie, nos cellules n'ont pas nécessairement besoin de glucose. Elles sont capables de le faire à partir du gras et même à partir encore d'autres éléments, on pourra réussir à faire tourner le cycle de Krebs. Donc pour revenir à la mitochondrie, on a ce cycle de Krebs qui est alimenté par deux robinets, si tu veux, et ce cycle de Krebs qui se répète va... Le robinet sucre et le robinet graisse, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, tout à fait. Ouais. Robinet glucose, je préfère être précis sur les termes, parce que tous les sucres ne sont pas utilisés de la même façon. Donc le robinet glucose, et puis de l'autre côté, le robinet lipide, acide gras, en fait, tout simplement. Donc, ce cycle... Et ça dans la mitochondrie, mais pas dans le cytoplasme. Non, dans la mitochondrie. Ouais, ok. Voilà. Alors, ça commence dans le cytoplasme, de toute façon, puisque c'est de là qu'ils viennent, et c'est là que le glucose va subir une pré-transformation avant de rentrer dans la mitochondrie. Donc, on alimente le cycle de Krebs, et le cycle de Krebs, ensuite, va dégager différents transporteurs qui sont des vitamines B3 et B2. Ça permet de comprendre pourquoi les vitamines, notamment B1, B2, B3 et B5, sont indispensables
en plus du magnésium et du fer au fonctionnement de la mitochondrie. Donc on a besoin de ces micronutriments essentiels. Sans ça, la mitochondrie, on peut lui apporter tout le glucose ou toutes les graisses qu'on veut, elle ne fabrique pas d'ATP. Donc ces vitamines, tu les as dans l'alimentation. On doit les apporter par l'alimentation. Bien sûr. Maintenant, si tu apportes une alimentation qui contient des produits ultra transformés, il y en aura effectivement beaucoup moins. Voilà. Plus on raffine, en fait, plus on prive les aliments de ces fameux micronutriments. Donc, on alimente le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va cycle énergétique, disons. Appelons-le cycle énergétique. Pas encore, parce que c'est pas lui qui produit l'énergie. Lui, il génère un flux de protons qui va être un flux d'électrons d'abord. Un flux d'électrons qui va être envoyé depuis le cycle de Krebs vers une série de 4 protéines qui sont enchâssées dans la membrane interne, qu'on appelle la chaîne de transport électronique. Donc, il y a un flux d'électrons qui passe et qui fait rentrer de l'acidité dans l'espace. C'est pour ça que tu parles de nucléaire, au fond. Hein. Forcément. Voilà, on finit par parler d'électrons, de protons, de choses comme ça. Alors, on ne parle pas de neutrons, pour le coup. Bien sûr. Donc, on n'est pas véritablement dans le nucléaire, mais effectivement, on s'intéresse à des particules bien précises. Donc, ce flux d'électrons fait fonctionner 3 enzymes qu'on appelle des pompes à protons. Alors, il y a 4 enzymes qui constituent la chaîne de transport électronique, ce qu'on appelle aussi la chaîne respiratoire, mais il y en a 3 qui sont des pompes à protons. Ce qu'on appelle les protons, c'est des ions H+, hydrogène, qui sont les responsables de l'acidité. C'est pour ça que dans l'estomac, on te donne des inhibiteurs de la pompe à protons, des IPP, quoi. Quand il y a une hyperchloridrie qui risque de créer des ulcères... Il y a trop d'acide. Voilà, s'il y a trop d'acide, effectivement, c'est ce que le médecin va prescrire. Ces pompes à protons, il y en a dans toutes les mitochondries, elles sont indispensables et a priori, on n'a pas de raison de penser qu'elles soient inhibées par les traitements de type IPP. Ils agissent strictement au niveau gastrique. Que pour l'estomac, oui. Voilà, tout à fait. Les 3 pompes à protons font rentrer donc de l'acidité dans l'espace intermembranaire. Et dans l'espace intermembranaire, on a ce qu'on appelle un pH très acide. Une acidité plus forte. Énormément d'acidité. Parce qu'il y a beaucoup d'H+. Et voilà, exactement. Alors que dans la matrice, on a quelque chose de beaucoup plus alcalin. Il faut savoir que le bon pH pour le liquide de la cellule qui entoure les mitochondries et tous les autres organes, il n'est pas alcalin, il n'est pas acide, il est très légèrement alcalin, 7,2, 7,3. Il est équilibré, quoi. Il est un petit peu... Celui de mon sang. Non. Il est un tout petit peu plus bas que celui du sang. Ouais, très spécifique. Pas 7,45, mais 7,2. Après, ça dépend des cellules et ça dépend des compartiments intracellulaires. Mais du coup, ça fait sens de parler d'une centrale énergétique. On peut penser aux centrales qui sont enchâssées dans du béton, etc. On a 2 membranes parce qu'on a besoin d'avoir cette différence de pH entre l'intérieur et l'extérieur parce que, du coup, sur les crêtes mitochondriales, ces espèces de replis de la membrane, on a l'enzyme qui va permettre de fabriquer l'ATP. Elle s'appelle ATP synthase. Cette ATP synthase, c'est un rotor, en fait, qui va tourner. Une enzyme qui permet de faire tourner. En fait, non, c'est un rotor. C'est-à-dire que les ions H+, qu'on a concentrés à l'intérieur de l'espace intermembranaire passent dans le rotor pour aller vers la matrice, font tourner le rotor, et à chaque fois que le rotor tourne, il produit de l'ATP. Il réaccroche des ATP. Et cet ATP, il va sortir dans la cellule après, ou il est là pour nourrir et faire évoluer la cellule, puisqu'elle a un temps de vie, cette cellule. Il est là pour permettre à toutes les réactions biologiques d'avoir lieu, à tous les phénomènes de motricité cellulaire, intracellulaire, extracellulaire d'avoir lieu. Il sert à tout et n'importe quoi. Donc cet ATP va être indispensable, par exemple, pour métaboliser le lactate au niveau du foie, pour stocker du glucose, pour fabriquer des hormones thyroïdiennes, pour fabriquer des hormones stéroïdes, pour détoxifier des choses au niveau du foie. Aussi, c'est utile. Pour tout et n'importe quoi. C'est une molécule qui est absolument ubiquitaire et qu'on retrouve dans l'intégralité du monde vivant, cet ATP. Donc voilà, c'est la particularité. Et sans mitochondrie, il n'y a pas d'ATP. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On est capable de recycler de l'ATP en dehors de la mitochondrie dans des conditions particulières, mais c'est limitant. Et on est capable de fabriquer de l'ATP à l'extérieur de la mitochondrie. Alors, à l'intérieur de la mitochondrie, c'est un métabolisme qu'on dit oxydatif, c'est-à-dire qu'il a recours à l'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène, il brûle. Oui, bien sûr. On enlève l'oxygène, on ne brûle pas. Donc, la fabrication d'ATP rentable, elle se fait dans la mitochondrie
en présence d'oxygène, et sans la mitochondrie, on ne pourrait pas interagir avec l'oxygène, il nous brûlerait, il abîmerait nos tissus. Donc c'est vraiment dans un lieu qui est clos intentionnellement pour aussi protéger les structures intracellulaires. Une fois que l'ATP a été fabriqué, il va ressortir dans le liquide intracellulaire, dans le cytosol, et dans le cytosol, il va pouvoir donc intervenir pour faire beaucoup de choses. Mais on est capable de fabriquer de l'ATP dans un métabolisme dit anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, à l'extérieur de la mitochondrie, mais c'est une sorte de cul-de-sac métabolique, c'est-à-dire qu'on va accumuler une molécule qu'on aura d'autant plus de mal à recycler qu'on en accumule beaucoup. C'est le lactate. Ah d'accord, quand il y en a trop. Quand il y en a trop. C'est le gars qui a mal au dos après avoir fait trop de sport parce qu'il n'a pas fait d'étirement. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est complètement autre chose. Ouais. Non, les étirements, c'est une histoire de contraction musculaire. Le lactate, il va être éliminé, il va permettre à l'acidité de sortir de la cellule musculaire. Donc, il joue un rôle tampon, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques temps. Il permet de faire sortir l'acidité de la cellule. Et ensuite, lui, il va être recyclé au niveau du foie. L'acidité va être éliminée par voie respiratoire, par voie urinaire. Donc, il y a un système de régulation de l'acidité dans le sang qui est extrêmement précis et qui joue son rôle immédiatement. C'est l'équilibre acido-basique. Voilà, c'est un sujet d'une très grande complexité, et donc le lactate, il va être recyclé au niveau du foie, il pose absolument aucun problème, il joue des rôles même de messager très intéressants, il va aussi jouer son rôle dans la stimulation de la fabrication de nouvelles mitochondries, donc on sait qu'on est quand même capable de fabriquer un peu d'ATP en dehors de la mitochondrie, mais à un coût particulier et avec un mécanisme d'adaptation qui est moins rentable au final que être à plus basse intensité et utiliser de l'oxygène. Mais quand on est en train donc de travailler à très haute intensité, tu parles du sportif là. Voilà, alors pas seulement le sportif, ça peut être un stress cellulaire ou alors un trouble métabolique, eh bien on n'a pas suffisamment de temps pour utiliser l'oxygène, et auquel cas on va donc recourir à ce métabolisme dit anaérobie qui permet d'aller plus vite mais qui est moins économique. Et est-ce qu'on a des notions sur mitochondries et cellules cancéreuses ? Parce que la cellule cancéreuse, elle continue à se multiplier alors qu'elle aurait dû finir sa vie, ce qu'on appelle une apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle de la cellule. Comme nous, humains, à 100 ans, 120 ans, on a une apoptose générale, c'est-à-dire qu'on casse notre pipe, quoi. Voilà. Donc, est-ce que dans la cellule cancéreuse, qui ne veut pas finir sa vie, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que les mitochondries sont un peu en cause ? Alors, je sais pas moi, j'ai pas la réponse. Alors moi non plus j'ai pas la réponse parce que j'ai pas fait de recherche bibliographique précisément sur ce sujet-là, mais il n'y a pas une cellule cancéreuse, tu le sais bien mieux que moi. Voilà, il y en a énormément de variétés selon les cellules, selon les types de cancer, les mutations qui amènent au cancer sont pas forcément les mêmes. Mais ce qui est avéré depuis un certain temps, c'est que les cellules cancéreuses ont un métabolisme qui n'est pas normal. Et elles ont tendance à métaboliser apparemment en utilisant relativement peu leurs mitochondries. Est-ce que la cause est mitochondriale ? J'en suis pas certain, mais honnêtement, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que le métabolisme de la cellule a beaucoup recours à un métabolisme qui utilise peu d'oxygène. Et elles vont métaboliser le glucose d'une façon anormale. Elles le métabolisent sur un mode dit anaérobie, donc en produisant beaucoup de lactate. Donc dans certains cancers, ça peut être utilisé pour le suivi, vérifier s'il y a des métastases qui se sont disséminées, vérifier quelle est l'activité d'une tumeur qui aurait été éventuellement irradiée ou vérifier l'efficacité d'une chimiothérapie en utilisant un glucose radioactif qui va être surmétabolisé, si on veut, par les cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'on le voit dans un examen qu'on appelle le PET scan, qui étudie le métabolisme d'une tumeur. C'est-à-dire une tumeur a une activité métabolique. Est-ce que quand on fait un PET scan avec du fructose ou du glucose radioactif, peu importe, est-ce que ça signifie qu'il y a plus de mitochondries ? Alors non, au contraire, parce que c'est une façon de métaboliser le glucose qui n'est pas normale et qui produit de l'acide lactique. Oui, voilà. Alors et enfin du lactate qui va sortir avec les H+, donc on peut s'autoriser cette petite approximation, mais le lactate donc va faire travailler la lacticodéshydrogénase, une enzyme qu'on appelle la LDH, qui peut être à un niveau c'est pour ça qu'il y a un taux de LDH qui monte. Voilà, il peut être élevé dans certains cancers, c'est pas un marqueur spécifique du tout, mais il peut éventuellement... Dans les lymphomes en tout cas, sûr. Voilà.
Et par contre, s'il y a du lactate qui est produit, ça veut dire que l'activité de la mitochondrie, a priori, n'a pas le temps d'être sollicitée ou fonctionnelle. Mais est-ce que c'est la cause? Non, pas vraiment. La cause, elle est beaucoup plus dans une cellule qui devient immortelle et qui se multiplie à l'infini de façon complètement dérégulée en allant progressivement infiltrer les tissus avoisinants. Voilà, donc ce sont des cellules qui ont un métabolisme atypique. Est-ce que la cause est mitochondriale? J'en ai pas l'impression, mais honnêtement, je ne le sais pas. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Mais la LDH, lacticodéshydrogénase, qui augmente dans le cas des syndromes inflammatoires, du cancer, etc., c'est donc le taux d'une enzyme qui augmente, because quoi? Parce qu'il y en a besoin, tout simplement. Voilà. pour la multiplication cellulaire, oui. Pour recycler le lactate. L'activité de la lacticodéshydrogénase, c'est simplement de relancer le lactate dans le circuit énergétique. Ça s'appelle le cycle de Cori. Oui, donc, au niveau du foie, on va recycler le lactate et on va le réutiliser pour refabriquer du glycogène, du glucose, etc. Donc, on peut refabriquer de l'ATP simplement. Quand on accumule énormément de lactate dans la cellule, en même temps, on accumule beaucoup de protons qui viennent d'ailleurs, qui viennent du fait qu'on casse de l'ATP, voilà, du H+, donc on génère beaucoup d'acidité dans la cellule, et cette acidité, il faut la faire sortir, donc on la fait sortir en même temps que le lactate, donc le lactate joue un rôle tampon dans la cellule. On parlait avant de l'acidose lactique, en fait, c'est pas le lactate qui est responsable de l'acidité, c'est la rupture de l'ATP, l'utilisation de l'énergie, simplement le lactate, il va sortir en même temps que les H+, donc il joue véritablement un rôle tampon, il empêche de laisser l'acidité de la cellule augmenter trop rapidement. Alors, soyons concrets pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez envie d'avoir des mitochondries qui fonctionnent dans votre cerveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez envie d'avoir des mitochondries pour vos muscles, quand vous allez faire du vélo, de la piscine, du sport, de tout ce que vous voudrez. Vous avez envie d'avoir des mitochondries dans toutes vos cellules et qui fonctionnent correctement. Alors, est-ce que tu as des conseils nutritionnels en tant que micronutritionniste pour stimuler tout ça? Bon, on a compris déjà vitamine B1, B3, B6, tu as dit où est-ce qu'on va les trouver? Et puis, il y a des oligo-éléments peut-être et des minéraux. Alors, vitamine B1, B2, B3, B5, elles sont absolument incontournables et c'est celles qu'on voit circuler dès qu'on... B1, thiamine, c'est ça? Thiamine pyrophosphate, oui, sous sa forme active. Après, riboflavine, qui, dans le cycle de Krebs, on la voit intervenir sous forme de FAD, flavine, adénine, dinucléotide. Ouais. Après, il y a le nicotinamide, qui est la P3. Elle est dans l'assiette, tout ça? On doit le trouver dans l'assiette, impérativement. Et on va trouver ces vitamines-là dans les végétaux non raffinés, notamment dans les graines, c'est là qu'on en a le plus. Donc, voilà, légumineuses, oléagineuses, céréales non raffinées, et puis toutes les graines affinées. Les pois chiches, les lentilles, tout ça? Ouais, pois chiches, lentilles. Si germent, c'est encore mieux. Non, elles sont présentes dans la graine. Donc le fait de les germer, ça va avoir pour intérêt de désactiver les phytates qui emprisonnent les oligo-éléments. Donc c'est bien de faire tremper suffisamment longtemps, de cuire correctement. Éventuellement, la germination peut permettre aussi d'augmenter la biodisponibilité des oligo-éléments. Au contraire. Non, c'est pas un mal. Donc c'est vraiment important de consommer des produits complets, d'éviter les produits ultra transformés. Riz complet. Alors, riz complet. Alors justement, la vitamine B1 a été repérée comme ça. Je crois que c'était dans la marine. Raconte, c'est intéressant. Dans la marine impériale japonaise, les soldats mangeaient du riz blanc parce qu'il coûtait moins cher, il se conservait mieux, et les officiers mangeaient du riz complet. Ah, les salauds. Et c'est toujours comme ça. Les officiers mangent toujours mieux que les soldats. Voilà. Les soldats sont plus nombreux, il faut que ça coûte moins cher. Enfin bref, voilà. Je ne suis pas un expert en logistique. Donc ils avaient du riz blanc. Ils avaient du riz blanc. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait, quand les voyages étaient un peu longs, la navigation se prolongeait,
prolonger. Il faut voir, début du XXe siècle, la marine impériale japonaise est en plein développement. On sait ce qu'elle est devenue après, extrêmement puissante. Hein. Ouais, il a fallu les freiner. Hein. Ouais. Voilà, donc les choses, l'importance de la marine impériale japonaise se développe dans cette période-là. Puis ils ont mis une sacrée pâtée aux Russes en 1905. Hein. Donc le riz n'était pas inutile pour les soldats. En fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les soldats qui étaient au riz blanc, régulièrement, ils avaient plus souvent cette espèce de neurasthénie profonde qu'on appelle le beriberi. Beriberi, exact, oui. Et ça veut dire je peux pas dans c'est ça que ça veut dire. Langue, ouais. C'est pas du japonais, mais c'est indonésien ou malais, je sais plus. Passionnant, d'accord. Et donc, ils se sont rendus compte que quand on leur donnait du riz complet, eh ben, le problème ne se posait plus. Alors, il n'y avait pas beriberi, il y avait je peux. Ça allait mieux, en tout cas. Ils retournaient faire leur boulot. Alors, ce qu'il faut un peu tempérer dans cette histoire-là, c'est que dans le riz complet, il y a de la B1, mais il y a aussi de la B2, de la B3, il y aura de la B5. Donc, quand on apporte des céréales complètes ou des graines complètes, le riz est une graine et on peut donc étendre ce raisonnement à toutes les graines, eh bien, on va apporter donc quelque chose de relativement complet en vitamines du groupe B. On peut avoir de la B9, on peut avoir un peu de B6, un peu de B8, donc c'est quelque chose de complet. B9, c'est acide folique. Voilà, l'acide folique. La seule vitamine B qu'on n'aura pas, c'est la B12 parce qu'elle est strictement animale. Il faut animal, Voilà, il faut un minimum de produits. Il faut tuer le bœuf, quoi. Ouais, ou pas que, hein, il y a le poisson, ça suffit. Oui. Mais la particularité, c'est que quand on regarde les signes cliniques de la carence en vitamine B2, en vitamine B3 ou en vitamine B5, il y a entre autres une forme de neurasthénie profonde qui va porter un autre nom éventuellement. Donc, on se rend bien compte que ce sont des vitamines qui sont impliquées dans la fabrication de l'énergie et justement par la mitochondrie, puisqu'on sait parfaitement dans quelle réaction enzymatique on revient à la mitochondrie. On revient toujours à la mitochondrie. Donc la mitochondrie, sans ces vitamines du groupe B, elle ne peut pas fonctionner. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi il y a même une allégation autorisée dans les compléments alimentaires qui contiennent des vitamines du groupe B. Donc ces vitamines du groupe B, elles aident à lutter contre la fatigue. C'est mentionné comme ça sur les boîtes. Il y a une autorisation. D'accord. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de prendre un comprimé. Moi, j'aime bien le riz noir. Qu'en penses-tu ? C'est toujours plus intéressant de l'utiliser, d'apporter, plutôt que les compléments alimentaires, c'est plus intéressant d'utiliser la forme naturelle. Ouais. Parce qu'il y a la matrice autour, il y a d'autres choses. C'est là qu'est la vitamine. Et c'est là qu'est la vitamine. Et puis, elle est dans une forme active si ce sont des aliments qui sont frais et crus. Puis il y a encore une vie qui est en cours quelque part. Donc s'il y a une vie, il y a des process enzymatiques. Donc quand vous mangez des aliments qui sont peu cuits ou crus, vous avez des vitamines dont l'activité est plus forte d'un point de vue biologique. Donc le complément alimentaire, c'est lyophilisé, ça dure beaucoup plus longtemps que votre salade fraîchement lyophilisé, ça veut dire qu'ils éteignent un peu la fonction, quoi. C'est des formes qui sont stables. C'est pas lyophilisé, mais ce sont des formes qui sont plus stables parce que sinon le complément alimentaire va se dégrader et il ne fonctionnera plus. Donc il vaut mieux utiliser effectivement les produits alimentaires frais, les produits frais. Donc le riz noir arrosé d'huile d'olive, d'huile de colza, c'est bon, parce que l'huile d'olive, c'est la vitamine E, l'huile de colza, c'est les acides oméga 3. Moi, je mets du citron en plus, ça fait la vitamine C. Tout ça, c'est bon ? Ouais, faudrait rajouter des légumes avec. Et puis peut-être plus de légumes que de riz. Plus de légumes. C'est des sources aussi de vitamines du groupe B. Riz blanc, j'ai dit riz noir complet. Oui, semi-complet, complet, c'est déjà beaucoup mieux. Riz noir éventuellement, pourquoi pas. Maintenant, c'est un aliment qui ne doit pas dominer sur les légumes, parce que c'est un aliment qui est très glucidique. Apporter trop de glucides, c'est pas une bonne chose. Toi, tu fais bien les poêlés de légumes, c'est un régal. Ouais, bien sûr. C'est pas compliqué à faire, ça va vite. Donc c'est farci de vitamines, tout ça. C'est plein de vitamines si on les cuit pas trop longtemps, effectivement. Ouais. Il faudra faire un webinaire là-dessus. D'accord. Donc et tout ça, c'est les mitochondries qui nous amènent à la poêlée de légumes, quoi. Au fond. Oui, quelque part. À la vitamine B1, B2, B3, etc. Il faudrait rajouter autre chose. C'est qu'à chaque fois qu'on fabrique une molécule d'ATP, la molécule d'ATP contient, emprisonne un ion magnésium. Ah, du magnésium. Ouais, du magnésium. Le magnésium, il est indispensable à la fabrication de l'énergie par la mitochondrie. Donc, si vous avez une mitochondrie qui reçoit les vitamines du groupe B qui manque de magnésium, elle risque de pas très bien fonctionner non plus. D'accord. Et pour cette raison-là, quand j'étais gamin, on disait t'es fatigué, faut prendre de la vitamine C. Aujourd'hui, c'est devenu assez courant de dire t'es fatigué, fais une cure de magnésium. Il y a quelque chose de vrai. Ça peut pas donner la diarrhée, ça ? Si on en prend trop d'un coup, évidemment, ça va provoquer un Donc c'est bon pour les constipés, quoi. Au fond. Ça peut être bon pour les constipés d'en prendre trop. Surtout
surtout des formes type chlorure de magnésium qui peut être rapidement laxatif si on dose un peu. Donc voilà, mais après il y a des formes qui ont de très bonnes biodisponibilités, citrate, bisglycinate et glycérophosphate éventuellement qui sont un peu les références. Mais le magnésium a beaucoup d'intérêt pour justement lutter contre la fatigue en collaboration avec les vitamines du groupe B parce qu'il intervient en plus d'énormément de lieux d'intervention parce qu'il est associé à plus de 300 réactions enzymatiques. Le magnésium, c'est vraiment un truc important. Donc la mitochondrie en a énormément besoin pour fabriquer de l'énergie. Indispensable. Donc nourrissez vos mitochondries, mais alors tu as dit qu'il y avait une vitamine qu'on ne trouve pas, c'est la B12, et tu sais que les véganes, eux, ils veulent manger que du végétal, donc jamais de produits animaux, même prendre un œuf, ils fuient devant la cocotte. Bon, il ne faut pas se moquer d'eux, mais moi je pense que c'est quand même dommage d'être obligé d'avoir une bonne alimentation végétale et puis de se retrouver avec une perfusion de vitamine B12, quoi. Si c'est un choix qui est conscient, qui est maîtrisé comme il faut, c'est tout à fait faisable sur le très long terme. Il faut simplement être dans un véganisme intelligent, c'est-à-dire pas du véganisme de supermarché, où on va aller choisir les produits ultra transformés véganes, parce que ça c'est une grosse arnaque. Faut éviter. Très souvent d'ailleurs sont très appauvris en nutriments, ou alors ils bricolent pour vous en rajouter. Donc il faut faire ça bien. Moi je suis absolument pas opposé au véganisme, même si faut être attentif avec les taux de vitamine B12, effectivement. Oui, c'est ça. Les oméga 3 longue chaîne et la vitamine D, faut les tenir un peu à l'œil, mais pour le faire en général, parce qu'ils prennent pas de poisson. C'est surtout ça, oui. Est-ce que de la B12, j'en trouverais dans les huîtres, dans les moules, dans les produits de la mer? Il y en a dans tous les produits d'origine animale. Donc dans les fruits de mer, dans les poissons, faut varier en fait. Bien sûr. Bon, alors donc, je pense que vous avez compris, vous tous qui nous écoutez, que ces mitochondries, bon, c'est quand même assez complexe, c'est même assez génial, c'est une centrale nucléaire. Moi, je retiens nucléaire, mais nucléaire sans danger, quoi. Ouais, enfin sans danger. Ça tue pas la cellule. Si jamais la mitochondrie casse sa membrane, ce qui risque de se passer, c'est que donc la cellule va être abîmée par cette énorme acidité qui est présente dans l'espace intermembranaire. Ça peut donner cancer alors? Non, ça peut détruire la cellule. D'accord, ça peut détruire la cellule. Voilà, c'est quelque chose qui est bien enfermé, bien à l'abri. Donc pour tuer la cellule cancéreuse, ça pourrait être utile alors? J'irai pas jusque là. Je pense que c'est peut-être un peu aller un peu vite, quoi. Mais pour revenir à la fonction de nos mitochondries et leur capacité de fonctionner correctement, il faut être conscient qu'il faut les challenger. Les challenger, c'est éviter de leur apporter des masses de glucose permanentes. Le glucose, on l'apporte en ayant trop d'aliments sucrés, mais aussi trop de féculents. Un féculent, il contient de l'amidon. L'amidon, alors laissez tomber les histoires sucre lent, sucre rapide, ça date d'il y a 40 ans. On n'en est plus du tout là en physiologie humaine. On regarde la vitesse à laquelle vous le digérez, qui peut être très élevée et qui peut vous donner un effet sur votre glucose sanguin comparable à celui du sucre. Ça ne veut pas dire que les féculents, c'est du sucre. Ça veut dire que ça peut, selon le type de féculent, faire monter votre taux de glucose sanguin très rapidement, trop rapidement. Donc ça, c'est pas souhaitable. Les mitochondries... c'est route diabète, quoi. Oui, on en prend le chemin du diabète de type 2. Donc ce qu'il faut, c'est très important, c'est adapter la consommation de féculents à son niveau d'activité physique. Si vous êtes sédentaire, c'est pas indispensable. Vos cellules seront capables de produire de l'énergie avec autre chose. Non, mais sédentaire, c'est interdit d'être sédentaire. Normalement, faudrait pas. Tu m'as dit que la chaise, il y avait un bouquin qui disait que la chaise tue. J'ai entendu parler de ça, un bouquin qui aurait pour titre « La chaise tue ». Je trouve que le titre est extrêmement percutant. Moi, je dirais « La télé tue ». Ouais, c'est la télé plus la chaise, oui, je pense que sauf ABC Talk, attention, parce qu'à ABC Talk, on t'apprend des choses. Oui, et puis on est sur des chaises, on est à moitié debout, donc on bouge un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il faut les challenger, nos mitochondries. Les challenger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de temps en temps, leur demander de produire de l'énergie sans leur apporter de glucose. Oui, d'accord. Voilà. En faisant de l'activité physique, sans forcément avoir mangé des féculents à tous les repas. On fera un petit truc, là, c'est cétogène, ça. Ça, c'est les techniques, ça peut aller jusqu'à la cétose, pas forcément. Ensuite, il faut faire de l'activité physique, mais en mettant suffisamment d'intensité pour que les vieilles mitochondries, on dise, bon, allez, au placard, on va mettre des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, les vieilles continueront probablement à fonctionner, bien sûr, mais comme elles sont moins efficaces, on va rajouter des jeunes
jeunes, et du coup, les jeunes mitochondries vont permettre de fabriquer de l'énergie plus efficacement. Donc, quand on varie en intensité ces activités physiques, qu'on va commencer en s'échauffant à basse intensité pour éviter les blessures, bien vasculariser tous les muscles, les articulations, etc., puis qu'une fois qu'on est bien échauffé, 15-20 minutes d'échauffement selon l'activité physique qu'on fait, ensuite on va faire des variations d'intensité, intensité élevée, intensité basse, élevée, basse, etc. Eh bien, on va challenger ces mitochondries et on va faire un peu une sorte de tri et stimuler le renouvellement de nos mitochondries pour des mitochondries plus jeunes, plus efficaces. On connaît la durée de vie d'une mitochondrie? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Je pense qu'elle varie beaucoup, en fait. Si la cellule est peu challengée, si elle fout rien, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Si la cellule a peu d'activité, ces mitochondries dureront probablement plus longtemps parce qu'elles seront moins limitantes pour les activités de la cellule malgré leur âge. D'accord. Donc moi je retiens que dans toutes nos cellules, il y a des mitochondries. Oui. Que plus on fait travailler une cellule, plus il y en a. Donc faites travailler votre cerveau, faites travailler vos muscles, faites travailler votre cœur, faites travailler tous vos organes au fond. Et pour ça, ayez non seulement l'activité intellectuelle, l'activité émotionnelle, de belles émotions, et puis aussi l'activité physique, quoi. Au fond, oui, c'est l'intégralité de l'humain, quoi. Absolument. D'accord. Absolument. D'accord. Bon, à toi de conclure, mon vieux. Avoir des mitochondries, c'est bien, il faut en prendre soin. Pour en prendre soin, il faut leur donner, comme tous les systèmes de nos cellules, tous les systèmes de nos organes, il faut leur donner les matières premières dont elles ont besoin pour travailler. Donc avoir une alimentation ultra transformée, c'est sûr que vous faites fausse route, en plus des effets toxiques de ce type de catégorie d'aliments. Par contre, choisir des aliments non raffinés, qui contiennent donc un cocktail complet des micronutriments dont on a parlé, B1, B2, B3, B5, voilà, on n'a pas parlé du fer, mais il est important aussi, magnésium, zinc, etc. Donc, idéalement, pensez à tous les micronutriments, donc à une haute densité micronutritionnelle dans votre alimentation. Choisissez du complet, choisissez du bio, cuisez pas trop et faites de l'activité physique et vous aurez des mitochondries en pleine forme. Eh bien, on a passé un très bon instant joyeux avec vous tous. Maintenant, nous allons aller vers les produits de la mer. Je vous avoue où nous allons. On n'est pas au bord de la mer, mais je sais qu'on va consommer des bons produits de la mer pour nourrir nos mitochondries. Faites-en autant et vous verrez, vous serez joyeux 24 heures sur 24. À bientôt.